Fartoun vit avec ses 11 enfants ici à Dadaab, après avoir fui la sécheresse et la guerre civile en Somalie en 2010. Depuis, elle vit sous la menace de la fermeture du camp annoncée par le gouvernement kényan en 2016. J'avais entendu que si par malheur nous n'arrivions pas à quitter le camp, nous serions tabassés et forcés à partir. Dans le cadre du programme de rapatriement volontaire lancé en 2014, 75 000 Somaliens reçoivent une aide financière pour retourner dans leur pays. Fartoun en fait partie, mais après avoir passé la frontière, son convoi est attaqué. Sur le chemin, des Dolans nous ont capturés et gardés en otage pendant 2 jours. C'est là qu'ils nous ont violés et torturés. Après avoir frôlé la mort, Fartoun décide de revenir au camp, mais le retour est difficile. Prétextant la préparation d'attentats par les islamistes somaliens Shebab depuis le camp, le gouvernement kényan a annoncé sa fermeture en mai 2016, à l'approche d'échéances électorales. Depuis, il n'accorde plus automatiquement le statut de réfugié et les ONG se plaignent de coupes financières drastiques. La première chose que les donateurs nous disent, c'est pourquoi lancer des programmes à long terme. Ils se demandent pourquoi faire des programmes sur le long terme si le camp va bientôt fermer. Le programme alimentaire mondial a réduit de 30% les rations alimentaires pour les réfugiés du camp. L'avenir ici reste donc incertain, mais pour Fartoun, hors de question de retourner en Somalie. C'est par la centrale hydroélectrique de Séléngué que le ministre Malika Lousséni a commencé sa visite. Le barrage de Séléngué est situé à 140 km au sud-ouest de Bamako. C'est un ouvrage à but multiple et les principaux objectifs assignés à cet ouvrage sont entre autres la production de l'énergie, la régularisation du niveau du fleuve Niger et l'aménagement d'un potentiel irrigable d'environ 1200 hectares de terres fertiles à aval immédiat du barrage. Face à une pluviométrie déficitaire et à une demande de plus en plus forte en cette période de canicule, Malika Lousséni est venue voir l'état du barrage de Séléngué. Aujourd'hui, la gestion a permis d'assurer la cote aujourd'hui au-dessus de 340. La centrale dispose d'un parc de 47 000 kW comme puissance installée, composé de 4 groupes de 11 750 kW chacun, avec une puissance exploitable de 32 750 kW. Cette limitation de puissance est due au fait que la révision décennale de 3 groupes n'est toujours pas effectuée. En effet, l'État malien a contracté un prêt de 28 milliards de francs CFA auprès de la Banque ouest-africaine de développement pour la réhabilitation de certains ouvrages. Le ministre est venu se rendre compte du respect des consignes de gestion. Nous avons constaté que les premières actions sont en route et que c'est une première visite et que nous allons suivre étroitement la mise en œuvre donc, de ce tableau de bord pour que cette période de pointe, vous savez, qui va être marquée par les élections générales, notamment l'élection présidentielle en juillet, mais aussi le carême qui démarre vers mi-mai 2018 et aussi la Coupe du Monde. Dans la zone de Balengué, il a été constaté que certains exploitants utilisent des dragues. Des îlots s'élèvent dans le fleuve et entravent l'écoulement des eaux. Le ministre indique que des dispositions seront prises pour mettre fin à cette pratique. Premier pas dans son pays d'adoption. Ce rhinocéros noir deviendra, si tout se passe bien, l'un des piliers de la réintroduction de son espèce au Tchad, où elle est éteinte depuis les années 70, victime du braconnage. 2 mâles et 4 femelles arrivés d'Afrique du Sud grâce à un partenariat entre les 2 gouvernements. Nous remercions vraiment l'Afrique du Sud qui a su conserver le rhinocéros jusqu'à ce jour et qui permet maintenant aux autres pays africains d'avoir des espèces. Le voyage a commencé 3 mois plus tôt et plus de 4000 km au sud, dans le parc de Marakele, où les rhinocéros ont été capturés. Direction les enclos d'un autre parc national sud-africain. Objectif, préparer les 6 pachydermes d'un peu moins d'1 tonne à passer 15 heures dans un avion entouré de vétérinaires. Ça prend environ 3 mois de les amener à un point où on peut carrément les toucher et où ils sont à l'aise avec le contact humain. Ça rend le voyage en avion beaucoup plus simple.
Et si les animaux s'habituent à l'homme, pas de risque qu'ils oublient qui ils sont une fois dans la nature. Une fois qu'ils sont relâchés, ils redeviennent des rhinocéros. Ils vont peut-être faire le lien s'ils vous voient, mais ce sont des rhinocéros. Ils vont charger. Pour les 5000 rhinocéros noirs qui peuplent l'Afrique, la menace du braconnage est constante. Mais l'ONG African Parks qui pilote le projet se veut rassurante. Le Tchad et le parc de Zakouma, où ces animaux sont réintroduits, offrent une protection suffisante. Nous avons suffisamment confiance dans la volonté politique du Tchad et dans notre expérience de gestion. Et grâce au financement de l'Union européenne, nous pensons avoir réuni les conditions pour que les rhinocéros prospèrent à nouveau au Tchad, d'où ils ont disparu depuis plusieurs décennies. Après quelques semaines d'adaptation au climat et à la nourriture, les rhinos seront relâchés dans la nature. Le projet prévoit ensuite la réintroduction de plusieurs autres individus, avec l'espoir de recréer une population de rhinocéros au Tchad où ils avaient vécu pendant des millions d'années avant l'arrivée des braconniers. Si les frites font partie de la culture belge, les frites-côtes font eux partie du patrimoine bruxellois. Et certaines baraques à frites de la capitale s'apprêtent à devenir encore plus iconiques, avec un nouveau design que les autorités locales ont voulu plus homogène. Et si nous y donnions un modèle qui soit identifiable, un peu comme les cabines téléphoniques de Londres, eh bien quand on se met à côté d'un frite-côte bruxellois, on va pouvoir identifier qu'on est à Bruxelles. C'est un cabinet flamand qui a remporté le concours d'architecture lancé par la ville. Avec un projet ambitieux, des frites-côtes plus fonctionnelles et faciles à entretenir, mais à l'esthétique soignée. Nous avions vraiment à l'esprit que nous ne pouvions pas faire quelque chose de standardisé. Cela aurait simplement fait perdre l'identité de chaque frite-côte. Donc pour nous, c'était la question centrale. Comment pouvions-nous faire quelque chose d'abordable, avec du style, et où chaque friterie serait différente. Vucité Makemal travaille dans un frite-côte bruxellois depuis plus de 34 ans. Pour lui, ce changement ne peut être que positif. Ce qui est bien, je trouve, unifier toute la design de la Belgique, toutes ces friteries à Bruxelles. Comme ça, les touristes, les étrangers qui viennent, ils peuvent découvrir facilement. Et puis la design est très très beau. Les premiers frite-côtes rénovés doivent être livrés d'ici 2019. D'ici là, les touristes pourront continuer à déguster les fameuses frites belges, dont le goût restera, lui, bien le même. Quand Nicole arrive, c'est son petit rituel, apporter du pain aux chevaux. Et à chaque fois, l'accueil est frénétique. Dans ce centre équestre d'Arcachon, Nicole est comme à la maison. Pourtant, elle ne fréquente ce club que depuis 1 an, depuis qu'elle a décidé, à 89 ans, de remonter en selle. En me promenant, j'ai dit tiens, je vais aller voir le centre équestre. Ah, et quand je l'ai vu alors, j'ai dit ça y est, il faut que ça recommence tout de suite. J'avais un jeune garçon qui faisait un petit peu moniteur et qui m'a pris à la longe, comme une débutante. Et c'est vrai, mais j'avais l'impression de ne plus savoir du tout. Puis petit à petit, les réflexes sont revenus. Les réflexes sont si bien revenus qu'elle vient de remporter son premier concours hippique avec un sans faute sur le saut d'obstacles face à des adversaires de 40 ans ses cadets. Ça m'a fait drôle. J'y croyais pas. Mais enfin, les obstacles étaient tout petits. Nicole de Villeneuve n'est pas une novice, c'est à 28 ans qu'elle découvre l'équitation grâce au hasard d'une rencontre à Chantilly. Elle enchaîne les cours et passe son monitorat tout en s'occupant de ses 3 enfants. Au gré des déménagements, elle crée des centres équestres pour former des jeunes. Le cheval devient la passion de sa vie. On oublie tout, si on a des soucis, si on a quoi que ce soit, une fois à cheval, on ne pense plus à rien, on ne pense qu'au cheval et à lui demander ce qu'on a envie qu'il vous donne, c'est ça. Et ça, je trouve que c'est merveilleux. Elle arrête de monter pour s'occuper de son second époux malade, mais poursuit sa mission de formation. Aujourd'hui veuve, elle est devenue la mascotte du centre et refuse de finir sa vie comme les autres pensionnaires de sa résidence senior. Sortis de table, ils vont s'asseoir en face de la télévision jusqu'au repas du soir. C'est effrayant. Une volonté de vivre qui ne l'a jamais quittée. À 18 ans, dans la France d'après-guerre, elle fait l'ascension du Mont Blanc et tente la plongée sous-marine avec un certain Jacques Mayol.
Cette force de caractère étonne beaucoup ses nouveaux amis. Dans ma carrière, je n'ai jamais rencontré une personne comme ça. C'est quelque chose d'assez exceptionnel et ça donne aux autres personnes l'envie de venir monter à cheval. Même si Nicole s'avoue parfois un peu essoufflée, elle prévoit de participer à l'automne à son prochain concours hippique. En attendant, elle se prépare à fêter ses 90 ans cet été et n'envisage pas de raccrocher les rênes. Non, je n'arrête plus. Jusqu'à quand? Ça, bon Dieu décidera, hein.